Donc vous créez un dossier pour aujourd'hui. Et moi j'ai déjà commencé un peu ici. J'ai fait une recherche web dans Bing sur des étiquettes vintage. Donc je vous invite à faire ça aussi. Moi j'ai demandé des étiquettes qui sont dans le domaine public, donc j'en ai trouvé très peu finalement. Et j'ai téléchargé en fait les deux premières qui sont là. Mais vous téléchargez les étiquettes vintage que vous voulez. Ou pas vintage d'ailleurs, c'est vous qui voyez. Quoi qu'il en soit, j'ai donc trouvé ceci. Donc c'est pour ne pas, comme la fois passée, devoir refaire des étiquettes dans Illustrator. Parce qu'on avait eu très peu de temps pour les faire, c'était un peu moche, c'était juste vite fait l'explication sur comment faire des étiquettes vite fait dans Illustrator. Mais donc voilà, ça c'est des étiquettes un peu plus sérieuses. Donc finalement j'ai ouvert cette version-ci dans Photoshop et j'ai recadré pour obtenir, et j'ai enregistré au format Photoshop, j'ai recadré finalement celle-ci, mais vous prenez ce que vous voulez. Voilà, mais vous voyez qu'il y a des gens qui sont bizarres, ils se parfument à l'eau des toilettes. Hein. Bon, ok, c'est juste une blague. Et puis quand vous avez téléchargé et isolé une des étiquettes, vous allez dans Dimension, créer un nouveau document. Donc, dans Dimension, je crée un nouveau document. 1024-768, ok. Et je vais aller donc dans les modèles, dans les ressources pour démarrer les modèles. Et on va pas utiliser dans un premier temps les modèles complexes qui sont livrés là. On va aller chercher un cube. Donc vous pouvez cliquer sur le cube, il arrive au centre. Vous avez le point de pivot, le contact pour le bouger éventuellement, etc. Et on va essayer de mettre l'image dessus. Donc pour ça, vous allez dans Fichier, Importer, et vous devriez normalement placer l'image sur le modèle, sauf que c'est grisé. Pourquoi? Alors, précédemment, on a vu que ce genre de choses peut arriver quand le modèle est composé de plusieurs objets et qui sont groupés. On ne sait pas mettre l'étiquette sur un groupe. Donc c'est le cas de pas mal de modèles qui sont là, où vous avez un bouchon. Mais c'est pas le cas de ce modèle-ci. Il n'y a qu'une seule chose. Si on clique ici sur Cube, là, ça ne se déploie pas pour me montrer différents objets. Donc pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à placer une image dessus? C'est parce que c'est un modèle de base, c'est une forme de base, une primitive, on appelle ça en infographie 3D, modifiable de manière paramétrique avec des paramètres, on verra ça un peu plus loin. Et si on veut pouvoir mettre une étiquette dessus, il faut le convertir pour bien faire après l'avoir modifié comme on le veut, mais là on va directement le modifier, on veut un cube, on va dire. Et dans les actions ici, vous avez une petite icône qui va permettre de convertir ça en un mesh 3D. C'est ceci, en fait, convertir en modèle standard. Donc on a une forme paramétrique qu'on pourrait modifier de plein de manières différentes qu'on va voir un peu plus loin. Et on va le figer en une bête description 3D en cliquant là-dessus.
Voilà. Du coup, si on va maintenant dans Fichier, Importer, placer l'image sur le modèle, on peut aller chercher l'image. Voilà. Alors je vous rappelle qu'on peut la déplacer bien sûr. Modifier sa dimension en prenant le bord du cercle ici. Pas besoin d'appuyer sur une touche, c'est proportionné. Si on prend les petits carrés sur le côté, là on déforme. J'annule. Les petits carrés sur le côté en enfonçant la touche majuscule, ça ne déforme pas. Ça garde les proportions. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, voilà. C'est une première chose. Donc pour les archives, vous pouvez enregistrer ce document dimension dans le dossier cours 2. Et je vais l'appeler primitive-01. Voilà. Fichier fermé. Je vais en faire un nouveau. Et on va aller rechercher le cube. Donc on y va progressivement pour que les choses soient claires. Je redémarre d'un nouveau document. Alors, avant de le transformer en une forme qui peut recevoir l'étiquette, on va aller voir les propriétés. Propriétés. Et là, vous avez des propriétés intéressantes. C'est le biseau tout en bas que vous allez pouvoir enclencher. Le biseau, parce que là, pour l'instant, c'est pas enclenché. Biseau. Et si vous survolez le rayon qui est indiqué là en centimètres, vous voyez que vous modifiez le biseau. Le biseau est arrondi, comme vous le voyez, mais vous allez pouvoir le rendre plus anguleux parce que pour l'instant, il est composé de 20 segments, 20 côtés. Si vous diminuez le nombre de côtés ici, assez drastiquement, vous allez avoir quelque chose de plus intéressant éventuellement. Voilà. Un côté pour le biseau, voilà ce que ça vous donne. En imaginant que c'est ce que vous vouliez, vous allez pouvoir convertir la forme en modèle standard avec l'icône dans la palette action et bien sûr lui mettre une étiquette. Mais bien sûr, s'il faut modifier la valeur de biseau, là c'est foutu, ça ne marche plus. Hein. Ce n'est plus une primitive, on ne sait plus modifier comme on veut le biseau. Voilà comment ça fonctionne. Je vais aller chercher autre chose comme primitive, la sphère. Alors, qu'est-ce que vous avez comme type de sphère? Octaèdre, hexaèdre, standard, d'accord. Le nombre de côtés, que je peux diminuer aussi. Voilà, et vous voyez que si vous diminuez assez bien votre sphère, ça crée des objets qui peuvent être intéressants. On ne va pas s'y attarder trop, mais le fait est que il faut tester.
orbite caméra pour mieux voir. Dans la bibliothèque, essayons le Tor. Là, le Tor est une forme un peu plus intéressante. Vous avez dans ses propriétés le rayon de l'anneau. Voilà. Mais vous avez aussi le rayon du tuyau. Pour faire une espèce de donut, si vous voulez. Donc rayon de l'anneau, rayon du tuyau. Le nombre de côtés de l'anneau. Si vous diminuez, voilà, vous obtenez des formes qui peuvent être intéressantes aussi. Bien. Ok, 5 côtés pour l'anneau par exemple. La tranche en bas, vous avez un angle qui va permettre d'ouvrir, comme vous voyez. Pour l'instant, le tuyau est resté cylindrique, mais il y a aussi possibilité d'aller modifier le nombre de côtés du tuyau qui est resté à 48, donc il apparaît cylindrique. Voilà. Le cône, donc rayon supérieur, rayon inférieur, nombre de côtés, tout ça est vite compris, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ces formes primitives de base, il y a des possibilités vraiment d'obtenir d'autres formes en réduisant le nombre de côtés notamment. Alors le plan n'est pas très intéressant puisqu'il n'y a pas de volume. Et le dernier, ici, le cylindre, où vous avez la tranche qui peut vous servir à faire un Pac-Man si vous voulez, mais enfin si la hauteur était diminuée, ce serait pas plus mal. Voilà, donc je vais enregistrer ce document, je vais appeler ça primitive-02. Donc ici on va fermer le document et en faire un nouveau. Donc le texte, j'y reviendrai plus tard. On va démarrer de modèles fournis ici en standard et on va tester la brique à boire. Vous l'avez, la brique à boire? Voilà. Donc je vous demande ici de ne pas aller chercher autre chose comme modèle parce que sinon ça va foirer. Brique à boire, la voilà. Donc si on voulait mettre sur cette brique à boire l'étiquette qu'on a été chercher là dans Photoshop, enfin sur le web au départ, c'est simple. Si vous le voyez dans la palette scène là, c'est pas un objet complexe, il est composé d'une seule forme. C'est pas comme s'il y avait un bouchon, quoi. Donc là, il n'y a même pas besoin d'aller dire qu'on va travailler sur une partie de l'objet. Donc il suffit de faire évidemment fichier importer, placer l'image sur le modèle. On peut aussi glisser l'image. Je n'ai pas encore montré, mais on peut bien sûr aller chercher l'image dans le Finder, si vous êtes sur un Mac, ou
dans l'explorateur de fichiers, si vous êtes sur Windows, bien sûr, vous allez pouvoir déplacer directement le fichier. De préférence un PSD, parce que comme ça, c'est modifiable facilement en ajoutant des calques, évidemment. Le déplacer directement sur le modèle, et voilà, il arrive. Vous l'avez, d'une manière ou d'une autre, en faisant fichier importer, placer sur le modèle, ou en déplaçant le fichier PSD directement. Voilà. Donc avec la flèche noire, je repositionne, je redimensionne, etc. Bon, ça a l'air un peu terne, mais bien sûr, si on fait un rendu, si on règle les éclairages, tout ça sera corrigé, ce sera beaucoup plus correct, évidemment. Est-ce que vous avez toujours dans le panneau propriétés, ici position, décalcomanie et fond? Donc position décalcomanie, c'est une étiquette qu'on met sur le modèle, et si vous choisissez fond, ça va tenter de recouvrir l'objet avec ce que vous avez amené comme image. Voilà. Dans le cas d'une étiquette, ça n'a pas de sens. C'est plutôt pour un motif. On pourrait aller chercher à un certain moment un motif. On peut mettre plusieurs images sur un modèle, et un des motifs sera en fond avec une répétition ici. Donc dans ce cas-ci, c'est bien décalcomanie qu'il faut dans le cas d'une étiquette. Parfait. Bon, ben tentons d'aller chercher sur le web un motif qui se répète. Hein. Alors, je vais peut-être taper juste Vintage Pattern sur Bing. J'ai toujours ici mon filtre domaine public parce que je veux pouvoir vraiment avoir des choses que j'ai le droit d'utiliser. Et je vais tenter donc d'aller chercher un motif au raccord. Donc par exemple celui-ci sur lequel j'ai cliqué, est-ce qu'il est au raccord? Il a l'air d'être au raccord, puisque la rose qui dépasse par la gauche là, réapparaît par la droite. Le bouton de rose qui dépasse par la droite ici réapparaît par la gauche, plus ou moins. On va tenter. Ça a l'air d'être au raccord. Afficher l'image. Enregistrer l'image dans le dossier du cours d'aujourd'hui. Quel est le format? C'est du JPEG dans mon cas, ça passe. Bon, idéalement, il faudrait le faire passer par Photoshop pour quand même l'enregistrer au format Photoshop avant de l'amener dans Dimension, ce serait pas plus mal. Donc, c'est mal. Voilà.
Après, il serait intéressant de faire ses propres motifs dans Photoshop avec le nouveau entre guillemets, générateur de motifs de Photoshop que vous avez déjà testé. On a testé ça ensemble, hein, il me semble. Ok. Voilà. Donc, sur le modèle ici, importer le motif. Ok. Le mettre en tant que fond. Bien. Ça donne pas trop mal. Le déplacer sous l'image de l'étiquette. Sinon, évidemment, l'étiquette ne se voit plus. Bien. Au niveau de la répétition, on peut tester. Voilà. Donc j'étais à 1 et je teste. Bien. Pas mal. Donc ça, c'est une manière de faire les packaging. Un truc qui serait intéressant, c'est que l'étiquette ait un vernis sélectif. Vous voyez ce que c'est un vernis sélectif? Donc sur le packaging, il y a un vernis seulement à un certain endroit. Pour faire briller, c'est ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vu rapidement, je pense, la fois passée. Donc je vais aller sur l'image de l'étiquette ici. Et dans les propriétés ici, je vais augmenter l'effet métallique. Ça devrait le faire. Voilà. Si je prends l'orbite caméra, ça se voit que ça brille. Uniquement l'étiquette. Et encore, là, je ne suis même pas en rendu, en simulation de rendu rapide. Si j'active le rendu rapide, ça fait du vrai ray tracing et ça me crée les ombres, oui. Et ça va aussi refléter d'autres objets qui se trouveraient dans la scène éventuellement. Amusant. Intéressant. Plus tard, on verra qu'on peut, sur l'étiquette, faire en sorte qu'il y ait seulement certaines parties de l'étiquette qui reflètent et d'autres pas. Donc il n'y a pas vraiment de limite. L'imagination, c'est votre limite. Bien, je vais enregistrer le fichier ici. Et je vais l'appeler... Comment est-ce qu'on va appeler ça? Placement de texture. Placement texture-01. Voilà. Et on va éviter quand même de faire des noms de fichiers trop longs. Sinon, quand on va après dans le menu fichier, ouvrir les fichiers récents, on n'aura pas les derniers chiffres du fichier. Ce sera plutôt ennuyeux. Donc ça, c'est pas mal. Comment faire du packaging rapidement? Mais si vous voulez aller plus loin, cette technique a des limitations. Par exemple, si je voulais que sur la tranche ici supérieure, il y ait une couleur bien spécifique ou une image bien spécifique. Si je voulais qu'ici il y ait une image bien spécifique ou sur le côté ici ou sur une des faces,
ça va être très difficile de le faire par cette méthode-là. C'est pour ça qu'on va voir une autre méthode hyper intéressante et assez habituelle en 3D, c'est ce qu'on appelle le dépliement UV. Ça doit dire quelque chose à certains qui touchent déjà à Blender peut-être, ou à d'autres logiciels 3D. Le unwrapping des textures. Bien, donc je vais fermer le document ici et on va démarrer de nouveau, ce sera pas plus mal. Toujours avec, c'est important, prenez pas n'importe quoi, toujours avec la brique à boire. Donc, texturage un peu plus évolué d'un objet 3D. Donc vous sélectionnez bien sûr l'objet 3D avec la flèche noire. Ah tiens, je vais désactiver le rendu, ça sert à rien. Voilà. Ensuite, vous allez dans le menu Objet et vous demandez Générer les UV. Alors, les UV, c'est quoi? Ce sont des coordonnées pour le texturage. Donc ça, il y a même des gens qui travaillent dans la 3D qui n'ont pas compris que, en fait, la géométrie de l'objet, elle est déterminée en 3 axes, X, Y, Z. D'accord? Donc X en horizontal, Y en vertical, Z en profondeur. Ça, c'est la géométrie de l'objet. Et alors, sur cet objet 3D, il y a une géométrie 2D qui se place. Et tout simplement, puisque les axes X, Y étaient déjà utilisés par la géométrie 3D, ce sont les lettres qui précèdent dans l'alphabet U, V, W qui servent en fait. C'est souvent comme ça, quand vous voyez des coordonnées U, V, W, ça veut dire qu'au même endroit, il y a quelque chose qui utilise déjà les coordonnées X, Y, Z, tout simplement. Donc c'est le UV. Voilà l'explication. Donc, rien ne se voit. Là, on va demander menu objet, exporter les UV. Et alors, on vous demande dans quoi vous voulez l'exporter. Enregistrer sous, il y a un lien. Vous allez pointer vers le bon dossier. Cours 2 dans ce cas-ci, voilà. Ok. La précision 2048 par 2048, on va dire que c'est bon, on va prendre ça, sinon si on va vers du beaucoup plus précis, ça risque d'être plus lourd. Et puisque chaque fois que vous passez, vous doublez les dimensions pixels, vous quadruplez la surface et le poids du fichier. Donc ici, à 8192, on est à 16 fois plus lourd que 2048. Hein. Bon, 2048, on va dire c'est bon. Exporter. Et ça vous crée un fichier Photoshop. Et on va aller jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il y a dans ce fichier Photoshop. Donc vous allez dans Photoshop, ouvrir, le fichier et voilà. Alors si je vous avais demandé de prendre la brique, c'est parce que en fait l'exportation des surfaces déployées, elle donne quelque chose de propre, mais ce n'est pas toujours le cas de tous les objets.
Mais là, c'est quelque chose d'assez propre quand même. Bon. C'est pas tout à fait comme je le souhaitais, mais on va dire que ça passe. Alors, la palette des calques, vous la voyez. Alors, si vous affichez incrustation du modèle, vous voyez comment le modèle 3D a été construit. Ce sont des tessellations, des tesselles, ce sont des triangles. C'est le modèle 3D. Bien. Si vous affichez la grille de texture, vous voyez des numéros. Ça, c'est super intéressant pour la suite. Ok. Bon, ben vous pouvez fermer le fichier là. Pas besoin d'enregistrer. Et on va retourner dans Dimension. Alors, on va placer l'image Photoshop sur le modèle. Donc, vous allez dans Fichier, Importer, placer l'image sur le modèle. Vous allez chercher. Bien. Donc ici, il va falloir, à la place de décalcomanie, choisir Fond. Parfait. Vous voyez dans le panneau propriété l'image qui a été placée. Donc là, on a importé le fichier Photoshop sur le modèle. L'exportation des UV a été placée en tant que texture sur le modèle. Et position, c'est fond. Hein. Ça doit remplir l'objet, c'est pas des calcomanies. Et répéter, il n'y a pas de répétition. On est à 1, pas de problème. À partir de là, vous allez cliquer sur l'image qui est là. Et vous avez le petit crayon. Vous cliquez dessus, ça va ouvrir l'image dans Photoshop. Vous allez dire, mais ça servait à quoi de la fermer si c'est pour l'ouvrir? Mais en fait, là, il y a un lien. Dès qu'on va modifier l'image en Photoshop et qu'on l'enregistre, sans même la fermer, ça va se répercuter dans Dimension. Donc, l'image est ouverte dans Photoshop. Essayez d'afficher éventuellement d'abord l'incrustation du modèle. Faites un fichier enregistré dans Photoshop, CTRL S, commande S. Allez voir dans Dimension ce que ça donne. Vous devriez voir que ça correspond. Ça a l'air nickel. Si on tourne autour de l'objet avec l'outil Orbite, on devrait voir que c'est correct. Donc ça veut dire que l'exportation UV et le replacement de l'image des UV sur le modèle est correct. Vous confirmez? Parfait. Dans Photoshop, vous allez pouvoir afficher la grille de texture. Vous faites un enregistrement, vous allez voir. Voilà. Et c'est à ça que ça sert en fait, ces numéros. Ces numéros qu'on voit dans Photoshop vous servent à repérer sur le modèle à quoi certaines parties de la texture, à quoi ça correspond sur l'objet réellement. Parce qu'avec certains objets, il y a des numéros qui s'inversent, ça dépend comment ils ont été construits, ça dépend comment le modèle est construit.
Et donc là, vous voyez que si vous voulez mettre, par exemple, sur cette face-là, une étiquette, il va falloir le mettre dans les A et B. Bien, alors si on veut modifier par exemple les faces du dessus, vous voyez vos numéros, vous n'avez peut-être pas les mêmes que moi, si sans doute normalement, hein. D8, E8 d'un côté, F8, G8 de l'autre. Bon, ben on sait qu'on va pouvoir texturer ces faces, on va aller voir dans Photoshop si on voit ces numéros-là. Bon, ben c'est là en fait, hein. D8, E8, c'est cette partie-là visiblement. Et alors on a F8, G8. Ah ben c'est cette partie-là. Voilà. Donc ce que vous pourriez tester ici dans Photoshop, c'est déjà enlever les yeux en face de gris de texture et incrustation du modèle. On n'en a pas vraiment besoin. Alors, il y a ici un dossier votre illustration. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser ce dossier. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est quand même de mettre vos calques sous les calques repères UV. Bon. Ben, cliquez sur le calque votre illustration éventuellement. Et créer un calque vide. Et alors on va pas travailler avec des objets dynamiques ici, on va pas compliquer les choses, on va juste faire une sélection rectangulaire sur le panneau ici. Peut-être celui-ci aussi avec la touche majuscule. Voilà. Et on va aller remplir ça avec un motif, donc sur le calque vide. On pourrait remplir avec une couleur, ça marcherait aussi bien sûr. Édition, remplir avec motif. Lequel, bah, vous en avez peut-être qui sont intéressants là-dedans, ce que vous avez là. Vous les voyez ? Bon, ici, on n'a pas la possibilité de modifier la dimension du motif. C'est un peu foireux, mais testons juste comme ça l'application d'un motif. Fichier enregistré. On va voir dans Dimension. Et voilà, comme prévu, les surfaces du dessus, là, le motif. Parfait. Bon, si on veut pouvoir modifier la dimension du motif, il faut réfléchir un peu. C'est du Photoshop. Donc ce qu'on pourrait faire ici, c'est un nouveau calque de remplissage de type motif. Donc calque, nouveau calque de remplissage de type motif. Voilà, il vous demande le motif que vous voulez utiliser. Ah, tiens, je vais utiliser celui-là. Voilà, calque de remplissage de type motif. Tiens, la sélection qui était active s'est transformée en masque de fusion. C'est exactement ce que je voulais. Voilà le motif.
Donc le motif d'en dessous, le premier, ne nous sert pas. C'est pas une bonne méthode pour mettre un motif parce qu'on ne sait pas modifier facilement la dimension et la rotation du motif. Donc bien sûr ici on va travailler sur le calque de remplissage qui est là. On va enlever la chaîne puisque le masque de fusion ne doit pas bouger. Et vous avez le motif qui est là, vous double-cliquez sur lui pour pouvoir modifier sa dimension et sa rotation. L'échelle, la rotation éventuelle, voilà. Suffit d'enregistrer à chaque fois et d'aller voir dans Dimension ce que ça donne. Donc sur le Mac, pour passer d'un logiciel à l'autre, c'est quand même pratique ici, c'est commande tabulation. Et sur le PC, c'est comment encore? Alt tabulation, c'est ça, pour passer d'un logiciel à l'autre rapidement? Oui, c'est ça, c'est Alt tab sur le PC, CMD tab sur le Mac. Voilà, ça va aider. On peut aussi avoir plusieurs écrans, ça peut aider aussi. Intéressant, n'est-ce pas? Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça va pas. Bon, pour le reste, je vais faire du remplissage uni, pourquoi pas. Donc, sélection en plusieurs fois, éventuellement avec la touche majuscule. Ah tiens, il faut que j'enlève là avec la touche Alt. Voilà. Ici en bas, c'est certainement le fond. Oui, c'est le fond de la boîte, le carré en bas. Hein. Ok. Donc là, nouveau calque et on remplit. Édition remplir avec une couleur. Voilà, enregistrer, aller vers dimension et voilà. On a la couleur unie. C'est quand même plus facile que de placer les étiquettes manuellement comme on le faisait avant donc dans Dimension. Hein. Ici, de le faire dans Photoshop. Ça vous permettra de faire des choses bien plus complexes. Bien plus complexes en fait. D'accord, donc le remplissage. Oui, évidemment, j'aurais pu remplir complètement le calque et le placer sous le calque de la texture. Ça aurait fonctionné aussi. Hein. J'étais pas obligé de faire une sélection, en fait. Personne ne l'a dit, ne l'a pensé. Si, certains l'ont pensé. Ben oui, si j'avais rempli complètement de vert ici, je vais le faire ici. J'ai désélectionné, je remplis complètement de la même couleur. Si je le place en dessous du calque du motif et que j'enregistre, ça revient exactement au même. Donc j'ai fait une opération inutile. En voulant placer le calque de remplissage uni par-dessus le motif, il suffisait de le placer par en dessous. Alors vous allez pouvoir également mettre l'étiquette qu'on a été chercher tout à l'heure. Donc dans les repères UV, je vais quand même réafficher la grille de texture pour regarder dans quel sens c'est. Est-ce que c'est inversé les chiffres chez vous ou pas? Si c'est inversé, il faudra en tenir compte. Mais là, c'est pas inversé chez moi. Alors,
sur quelle face je veux mettre ça. Donc je vais enregistrer ça, aller voir dans Dimension. Voilà. Je vais le mettre sur A, B, voilà, sur cette face-là. Là, je viens de réutiliser rapidement le recentrage, hein, vous connaissez, hein, la petite icône là. Ok, je vais le mettre sur la face AB, le logo. Donc dans Photoshop, j'enlève la grille de l'affichage. Je vais importer en tant qu'objet dynamique, importer et lier tant qu'à faire. Je vais importer le motif PSD qu'on avait tout à l'heure. Pourquoi importer et lier? Pour pouvoir évidemment le modifier à part et que ça se répercute ici. C'est pas ça. C'est pas le motif que je voulais importer. On commence à fatiguer ici. Importer et lier, c'est l'étiquette. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc sur les faces AB, c'est bien ça. J'enregistre. Je vais voir ce que ça donne. Et voilà. Parfait. Donc si je veux le rendre brillant, c'est ici que ça se passe, hein. Enfin non, c'est pas ici que ça se passe. Excusez-moi, justement. Si je veux que l'étiquette soit brillante, ça va pas se passer là. Alors voilà, ici j'ai le modèle avec l'étiquette qui brille, vous voyez. Bon, il n'y a pas énormément d'éclairage ni d'environnement, donc on voit pas grand chose, mais on voit que normalement l'étiquette brille uniquement l'étiquette. Donc comment est-ce que ça a été fait? Eh bien, dans Photoshop, j'ai fait un document spécial au départ du document qui était ouvert. Donc, dans Photoshop, vous aviez le document. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, celui-là. Donc dans ce document-ci que vous avez, j'ai simplement enlevé le fond vert, le motif, le fond blanc aussi. Dans les repères UV, j'ai enlevé les contours et la zone non modifiable qui n'apparaissent pas sur l'objet puisqu'elles sont en dehors des surfaces de l'objet, mais malgré tout, c'est pas plus mal. Ceci dit, c'est peut-être un peu inutile de les enlever en fait. Donc le motif aussi doit être enlevé. Voilà. Je fais une version spéciale que j'enregistre ici. Voilà, où j'indique que c'est l'étiquette seule, par exemple. Oui, donc ce fichier est là. Alors je vous montre une méthode, mais si vous en trouvez par la suite de meilleures, n'hésitez pas à le dire. Alors je suppose que vous avez compris la suite. Dans Dimension, je sélectionne l'objet et je vais importer
une image, laquelle, ben, celle que je viens de faire dans Photoshop. Voilà. Dans les propriétés, à la place de décalcomanie, je demande fond, toujours dans le cas d'un déploiement UV. Voilà. Et donc en principe, j'ai l'étiquette là qui est au bon endroit, au même endroit que ce qu'elle occupait dans l'autre image qui est en dessous. Et pour l'instant, elle n'est pas brillante. Il va falloir que, en allant sélectionner donc le modèle, il est déjà sélectionné, et l'image de l'étiquette celle-là, voilà. Je vais dans les propriétés ici, augmenter le côté métallique de l'étiquette. Et maintenant, quand je tourne avec l'outil Orbit, elle est brillante, ça se voit relativement peu. Je vais peut-être encore augmenter à 100%. Voilà. Avec d'autres objets autour, ça se verra davantage, évidemment. Je vais peut-être aller mettre un éclairage quand même, d'autres éclairages. Il est un peu fort. Ah, ça va mieux là. On voit mieux le côté brillant de l'étiquette. Bon ben voilà, ça c'est une solution. C'est intéressant, c'est marrant. À propos de l'éclairage, vous vous souvenez, la fois passée, on a mis une image de fond derrière, 2D, qui servait de faux décor en fait, hein, et on avait utilisé un système de placement automatique, de détection automatique du sol. Il faut savoir que là derrière, ce qui entre en jeu, c'est ce qu'on appelle Adobe Sensei. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Adobe Sensei. Ça, c'est quelque chose qui va révolutionner le graphisme dans les années à venir. C'est l'intelligence artificielle. Donc c'est l'intelligence artificielle qui, en fonction de la photo, trouve où se trouve le plan dans la photo, mais également l'éclairage. Donc ça vous crée aussi un éclairage automatiquement en fonction de l'éclairage qui se trouve dans la photo 2D. Donc on n'en avait pas parlé la fois passée, mais c'est quand même assez puissant. Et donc ici, l'éclairage que j'ai mis, c'est un peu foireux parce que c'est n'importe quoi, puisqu'il n'y a pas d'image de fond. Voilà. Donc ça, c'est Adobe Sensei, qui devrait normalement faire parler assez bien de lui dans les années à venir. Notamment, vous voyez ce que ça permet de faire automatiquement. C'est très difficile de faire ça en vidéo. Une route avec de la texture qui remplace donc la voiture. Pas évident. Hein. Oui, donc n'hésitez pas à tester ça. Vous allez dans les ressources pour démarrer, chercher une des images qui sont proposées. La table ici par exemple, voilà. Ensuite, dans les actions, vous avez adapté à l'image et redimensionnement de la zone de travail, mais surtout créer les éclairages, voilà ce dont je vous parlais. Et adapter la perspective, bien sûr, c'est ce qu'on avait principalement
tester. Donc là, ça travaille. Donc là, il faut tourner l'objet, bien sûr.